Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, bien entouré avec Claude. Hello. Tu vas bien? Oui, je vais bien, oui. Et Joy. Bonjour. Eh ben super. Et papa? Je vais bien. Bon, c'est bien. J'ai bien dormi. Eh ben, on est très heureux de les le enfants. savoir. C'est bien, c'est bien. Alors aujourd'hui, vous connaissez le principe de l'émission. Claude, ça fait un petit temps que je t'ai pas vu. Bah, tu m'as pas invité, hein. C'est regrettable, mais Alors, c'est comme ça. Attention, on va attention. rétablir la vérité. Ah. Tu n'as pas été là. Tu devais être sur le C'est plateau, vrai. mais C'est tu ça. n'as C'est pas vrai, été là. c'est vrai. Donc Oh là là. rétablissons la vérité. C'est lui Donc, qui en nous a second posé choix, un ils ont lapin. choisi, Exactement. Hein, comme on parle d'animaux, il nous a posé un lapin. Alors justement, joli, on va lapin. parler d'animaux. Merci papa de me faire les introductions à ma place, c'est génial. Donc on va parler des animaux. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur une petite anecdote qui m'a fait sourire. Le 10 décembre, vous savez que c'est la journée des droits de l'homme et c'est également la journée des droits des animaux. Ah bon? Donc oui, ils En ont même temps. décidé de faire 2 jours en même temps. Je trouve ça assez cocasse. Et puis surtout, on a une petite fille qui a été vue sur TikTok. Du coup, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes au fait tous les deux de ce que c'est TikTok. Petite définition de TikTok, c'est quoi, papa? Je ne sais pas. D'accord. C'est pas tic-tac. Non, c'est pas tic-tac. D'accord, ok. Donc, on comprend l'âge que vous avez avec cette blague. Attendez, là, c'est bon. Merci de nous, merci de nous renvoyer au calendrier grec. Hein. Le 27 août, une petite fille a été vue en train de se promener avec un reptile, tout simplement un alligator, prénommé Wally, aux États-Unis. Il s'agit en réalité d'un animal de soutien émotionnel. Oh là là. Ces bêtes utilisées comme support émotionnel permettent à leur maître de se sentir mieux ou de lutter contre certaines pathologies comme le stress. Dans la majorité des cas, ces animaux sont des chiens ou des chats. Pour le coup, c'est un alligator. Et puis, c'est son propriétaire qui l'a prêté à sa petite fille, à cette petite fille, et qui disait Wally était assez différent de tous les alligators avec lesquels il a eu affaire au cours des 30 dernières années. Il n'a jamais montré de colère ni d'agressivité. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de parler Oui. des animaux, un peu des animaux de soutien. Est-ce que les animaux vous font du bien à vous? Oui, absolument, à plein d'endroits, je dirais. Alors dis-nous, quel endroit? J'ai un chien, il me fait du bien quand il vient se blotter contre moi, il me fait du bien. Ça fait, c'est réconfortant. Toi, t'as quoi? T'as un labrador, hein? Un golden. Un golden. Un golden, ouais. Un golden, Red River, et c'est super. Mm. Après, ça a beaucoup de poils, quoi. C'est un poilu et il dépoile tout le temps. Donc on passe tout le temps notre temps à nettoyer les poils. Je me suis dit, on va faire ce sujet parce qu'on en a parlé dans la saison 1, je crois, des animaux. Oui. Et ça fait beaucoup réagir. Oui, si tu peux éviter de casser tes lunettes sur l'émission, ça serait gentil. Mais ça a fait beaucoup réagir. On sent que ceux qui sont concernés par les animaux, ils les prennent. Toi, ton chien, tu l'appelles ton fils. Oh là là. Donc, Non. bon tu fais ça? Ah oui, tu sonnes chez lui. Ah, viens voir Ah bah, ça. tu lui dis, C'est ta attends. mère qui dit viens dire bonjour à ton frère. C'est autre Alors chose. ça, c'est pas... C'est ta blague, ça. C'est ta blague, c'est pas juste Établis ça. la vérité, Tu vois, là. quand il dit viens dire bonjour à ton frère, c'est que c'est son fils. Toi, t'as un petit chien, un petit Scotty, c'est ça, hein? Ouais. Mais t'as oui. eu plein d'autres animaux, hein? Oui, oh là là, nous, c'était une galerie, on a des oiseaux, on a eu des furets, on a eu des gerbilles, on a eu des hamsters, on a eu des lapins, on Des a rats. eu... Non, il ton l'a frère a renvoyé. tenté de nous ramener un rat. Oui, on l'a eu quelques heures. Oui, on a eu quelques heures. Vous avez mangé après, les heures? Je crois qu'il l'a relâché dans un champ. Oui, on a eu un perroquet. Ouais. Et donc toi, les animaux, ça te fait du bien? Oui, j'aime bien. Je te sens pas Sincèrement. particulièrement animal, à part ton chien. T'es pas très... Je te vois jamais t'arrêter pour caresser un chien. Ah, si, j'ai appris la Marseillaise à mon oiseau. À un de mes oiseaux, là. Ah oui. Il siffle la Marseillaise, donc je me suis quand même donné appliqué. T'aurais pu lui On apprendre aurait un pensé chant que tu de lui louange, tu apprenais vois. Alléluia, ouais, c'est Ouais. ça. Pardon? On pensait que tu lui aurais appris Alléluia. Oui, enfin, c'était dans un élan de patriotisme. Ah, voilà, que j'ai d'accord. voulu. Pour Et les puis, élections. alors, C'est disparu. on a eu France 2 un coup qui est venu, et puis l'autre s'est mis à siffler la Marseillaise, donc ça, Ah, voilà. ça les a tout de suite intéressés. Mais non, ce que j'ai trouvé aussi, c'était chouette pour vous les enfants. Et je le vois encore maintenant. Hier, Abby est arrivée à la maison. Tout de suite, je vais faire la douche aux oiseaux. Alors elle fait la douche aux oiseaux. Ouais, je pense que ça fait partie. T'aimes Ça bien. fait partie de En la tout vie. cas, nous, on est contents que les grands-parents aient des animaux. Voilà, Voilà. mais pas chez nous. Comme ça, nous, on n'a pas besoin d'en Mais toi, parler. t'aimes pas d'accord. trop les animaux, toi? Si, franchement, ça me dérange pas, mais honnêtement,
c'est du travail et je trouve que quand tu as des enfants en bas âge en tout cas, eh ben, tu as déjà assez de travail par ailleurs. Ouais. Mais hier, tu vois, par exemple, j'ai la petite Rose qui avait anniversaire. C'est toute fière qu'elle allait me montrer ce qu'elle a reçu comme cadeau. C'était un petit lapin. Et puis alors, elle me m'a montré où il est. Et à quelque part, ça la responsabilise aussi, puisque elle, en guillemets, est chargée de s'en occuper. Évidemment, Pendant une semaine, quoi. si on J'émets des doutes, mais... ouais, enfin, c'est comme si on confie un animal à ta sœur. Oui, Je non, mets bah, des doutes aussi. Hein, oui. Ils finissent parfois... C'est bon, on a pas besoin. Ils finissent parfois douloureusement, pauvres animaux. Après, on a eu un chien particulier aussi, Black. Oui. Parce que tu en as parlé dans une prêche il y a quelques temps, je crois. Oui. Et ce chien-là, vous vous en occupez pas spécialement, mais... Si, mais comme à l'époque, disons qu'à l'époque, on pouvait se le permettre. À l'époque, on pouvait se permettre. On ouvrait la porte le matin. Et puis, lui faisait sa vie à façade. Il allait de droite et de gauche. On avait une cafétéria en face. Donc, lui, il allait faire le piquet à chaque table. Et quand il rentrait, il regardait même pas les croquettes. Ah non, il dit, moi, je mange au resto. Qu'est-ce que vous voulez un truc là. Ok, mais du coup, alors vous, c'est plutôt... Toi, Claude, c'est plutôt chien. Est-ce que vous avez d'autres animaux qui vous font un peu plus de bien Toi aussi, t'es chien, hein? Oui, Non, j'ai aussi un chat. Ah bon? Un chat qui a 15 ans, ouais. Magnifique. Oui, Il je reste l'ai vu. jeune, beau, dynamique, 15 ans plus tard. Toujours aussi sympa. J'avais 6 poules aussi dans mon jardin. Bon, ça, c'est moins émotionnel. Il y a moins de relations. Mais c'est plus pratique. C'est plus pratique. C'est surtout très sympathique au niveau tous les jours un œuf frais, tu vois. Du rendement. Quand on insiste, t'as rapidement beaucoup d'œufs en fin de semaine. Donc c'est sympa. Et puis ça débarrasse les déchets de table. Donc c'est assez bio, enfin écologique. Sauf qu'à un moment donné, il y a une martre qui passait par là, qui me les a tous zigouillés. Mais ceci dit, c'est un côté très pratique, très alimentaire aussi. C'est pas très émotionnel, quoi. Non. J'ai essayé de caresser la poule, ça lui faisait rien du tout. Alors rien du tout. Joy, toi, t'es plutôt quoi? Toi, tu t'en fiches. Hein. Non, mais pour être T'as pas honnête, d'intérêt. en tout cas dans cette période de vie, je suis plutôt Enfant. rien, hein, plutôt aucun animal. Ouais, non, je te comprends. Maintenant, moi, j'hésite beaucoup en ce moment à me prendre un chien, mais... Nous, Nathan, quand on était... Attends. Quand nous, on était enfants, on avait surtout affaire aux lapins, aussi aux poules, les Ouais, parce que moutons, vous les etc. mangez. Mais oui, et on les aime aussi pour ça. Hein. Ouais. Oui. Ouais, non, mais c'est juste. Et je pense qu'il y a un juste équilibre C'était un dans autre le rapport rapport aux animaux. à Je veux dire, l'animal. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que des fois, vous trouvez pas que c'est exagéré maintenant comme je vous le dis, le droit journée des droits des animaux, c'est le même jour que la journée des droits de l'homme. C'est un peu ça me fait sourire, mais ça fait remonter un peu c'est pas juste cette une impression pensée que tu as, générale, c'est quoi. vraiment une espèce d'inversion de la hiérarchie des espèces. On a l'impression que tout à coup maintenant les animaux ont plein de droits qui. Enfin, il me semble que le chat de Karl Lagerfeld a hérité de sa fortune ou une partie de sa fortune. Ses chats, ouais. Ou ses chats. Enfin, j'ai l'impression que là on est à l'envers. Mais ça, c'est presque, à mon sens, c'est presque une insulte. Parce que quand on voit la pauvreté dans le monde, décider de léguer sa fortune à des chats qui, eux, n'en auront jamais Tu vas me rien dire, à au faire, moins, ils c'est achèteront pas des yachts. c'est une manière d'exprimer un certain mépris. Ouais. C'est comme ça que je le ressens. Donc maintenant, je suis d'accord qu'on fixe quand même des règles par rapport aux animaux dans le sens où pas de torture, pas de la manière dont on les, la manière dont ça, je trouve c'est juste. Quand je vois des gens violents avec leurs animaux, non, ça c'est pas juste. Et tu Et vois, même- à même en l'époque, tant les que fermiers, chrétien- ils tuaient les animaux à une balle ou un truc comme Oui, ça. mais c'était radical. C'était radical, moi je t'assure. Moi, j'ai, Oui, moi, oui, je- non, mais moi, on je- est d'accord. je me souviens quand On est on d'accord. abattait nos lapins, mon père leur donnait un coup dans la nuque, mais je t'assure qu'ils n'avaient pas le temps de regarder deux fois. Et, ils passaient d'ici. Trépas. Ici, où D'ailleurs, hein, Ce qui est dérangeant, c'est l'impression que tout à coup on à la a casserole. on a affaire à une forme de déni de réalité. Ouais, Je veux c'est dire, ça. Si on veut manger de la viande, moi quand j'ai voulu manger mon poulet ou mes poules, il fallait les abattre. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est sanglant. Il y a une hache qui tombe sur un bio avec une tête, enfin un coup qui part. C'est pas très drôle, mais on a été aseptisé. Parce que maintenant quand on va au magasin, on voit que le poulet emballé, Tout prêt. Ouais, c'est ça. tout prêt à manger. On n'a pas idée que quelqu'un d'autre a dû
a dû passer à l'élever, Je trouve à que c'est un soigner, peu, et puis un ensuite, peu l'incohérence, quoi. Hein. Mais c'est peut-être pas tout. Je vais peut-être un petit peu dévier du sujet. Mais Tente, hein, vas-y. dans le jardin d'Éden, puisque c'est quand même Dieu qui a créé tous les animaux, d'où aussi le respect qu'on leur doit dans Bien une sûr. certaine. Enfin, le respect qu'on leur doit, et il nous a établis maîtres sur eux. C'est ça. Mais il me semble que dans le jardin d'Éden, ils n'en mangeaient pas. Non. 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 Et puis dans le jardin d'Éden, les animaux cohabitaient. Avec l'homme et avec. Et puis entre tous eux, ensemble, entre eux, le loup et l'agneau, le lion. symbole qu'on retrouve à la fin dans tout le ce beau Apocalypse. monde. Il y a pas mal de prédicateurs qui étaient végétariens par conviction. Hein. Oui. Finet, il était végétarien. C'est vrai? Ouais. Bon, Hitler aussi, hein, donc ça veut rien dire. Ouais, ça, Ah, c'est- ouais, c'est quoi Merci cette pour le comparaison parallèle. C'est raison, ouais. Merci pour le Ouais. parallèle, la comparaison. Oh, pauvre Finet. Non, mais je veux dire, ça veut rien dire. Pardonne à Benjamin. Ça parce que alors- veut rien dire. on peut Oui, pas ça les- veut rien dire. Bien sûr Mais que ça veut rien dire. plusieurs prédicateurs assez connus étaient végétariens par conviction. Ah, ça, c'est- Mais au départ, c'est- dans le jardin, ils ne mangeaient pas de oui. viande, quoi. Non, c'est. On peut vivre sans viande. Enfin, on peut vivre avec des protéines animales, végétales, pardon, apparemment. Maintenant, un certain nombre de personnes en reviennent et se sont quand même rendus compte qu'il faut des protéines animales pour garder un équilibre dans le corps. Ce qui est beau, c'est que le sujet, c'était le bienfait des animaux, et là, c'est le bienfait Bien sûr. à l'intérieur. Bah écoute, ça a On bien est fait dedans, hein, aussi. c'est un autre angle. mais- On est On est en dedans. train de les manger. T'as vraiment Mais ceci dit, c'est juste, hein. Ça se finit en pâté. Ceci dit, c'est un bienfait que l'animal nous procure. Ouais, ouais, ouais. Mais ceci, on peut changer, pas changer de sujet, mais on peut Non, non, peut-être, c'est juste. un autre angle, c'est toutes les thérapies animales. Bah, la zoothérapie. La zoothérapie, thérapie animale. Moi, je faisais ça avec les personnes âgées handicapées desquelles je m'occupais. Toutes les semaines, on les amenait donc, chouette. dans un endroit. Il y avait des ânes, il y avait des lapins, il y avait des chiens qui étaient dressés pour ça. Mais Et ça les faisait progresser. Vraiment impressionnant. Émotionnellement, tout à coup, ils arrivaient plus à s'exprimer. Ils étaient plus... Mais je Moi, il pense m'est qu'ils arrivé ont, de conseiller, pardon. ils ont dans leur nature Eh ben, pour certains animaux un calme. Et puis comme dit, c'est quand même Ouais. Dieu qui les a créés avec. sûr. Pas qu'ils reflètent pas le Seigneur comme nous on le reflète. Il nous a créés à son image, mais comme c'est Dieu qui les a créés, il dégage quelque chose de positif. Et j'ai vu dernièrement que même dans les tribunaux C'est ça. maintenant, pendant les amène des procès, chiens, oui, ça ils apaise. amènent des chiens. Ouais. Tu vois, Ça pour apaise. les deux côtés. Hein. Côté, ouais. Chaque l'accusé et les victimes peuvent mais ça- de temps en temps caresser le chien et ça calme un peu de tout le monde. il semblerait que, par exemple, caresser un chien, ça enlève le stress, ça baisse la tension artérielle, ça... Parce Mais- qu'il communique une Un forme de calme. calme. Moi, j'ai vu il m'est arrivé d'être avec des personnes qui souffraient de solitude, en particulier veufs ou veuves. Et puis je leur ai, dans la mesure où c'était possible, je leur ai recommandé pourquoi pas d'avoir un animal de compagnie. Moi, C'est ça. je vois Un alligator. mon ça. chien, quand je rentre, il me fait toujours la fête. Je rentre 10 fois dans la journée, il me fait 10 fois la fête, il m'attend, il est content. Et puis ensuite, et là je pense en particulier aux personnes qui sont seules et aux personnes qui arrivent à un certain âge, c'est que le chien, il faut que tu ailles le balader. T'as pas le choix, ouais. Absolument. Et moi, souvent, le soir, je sortirai plus. Mais là, je le prends, je vais encore marcher 3/4 d'heure, 1 heure. Ça me permet de téléphoner en même temps, de faire un tas de trucs ou d'écouter une prédication. Mais je marche. Et ça me fait. Ouais, c'est bien, c'est ça, pour c'est ça bien. que j'ai ce corps d'athlète Non, mais je pense qu'il faudrait une que dizaine de personne ne chiens. reconnaît. Je pense qu'il faudrait un chenil, je pense, pour que tu puisses être vraiment... Nous, on a acheté notre chien parce que justement, les enfants avaient des tensions à l'école, il y avait Ouais, c'est ça. des pressions, et puis elles étaient petites, et ils avaient du stress, etc. Puis on avait lu un article sur le bienfait animal. Ouais. On a acheté notre Golden, et à partir de là, c'était radical. Du jour au lendemain, lorsque le premier soir, elles sont rentrées de l'école, elles sont allées confier tous leurs bobos de la journée aux chiens. On était au haut de l'escalier, on les voyait en train d'embrasser ce brave bête qui était pas si impassible. Elle leur racontait tous les misères de la journée. C'était fini. Le chien était comme une éponge qui a tout absorbé.
Et après. Et elles avaient Et déchargé. elles avaient quoi. déchargé. Et après, il fallait emmener le beau. chien chez le psychiatre. Mais n'empêche, on a un de nos frères. On a un de nos frères pour qui le chien, c'était. Ah bah Jonathan, je l'ai c'est... pas cité Et trop. d'ailleurs... Tu peux, il n'est pas là. D'ailleurs, ils disent que même pour les ados en particulier, l'animal est souvent celui à qui les ados se confient. Pas Johanna. Toi, tu te confies. Ah, moi, je j'aime pense bien pas. les. Ah, si, je pensais que j'avais un chien. Mais le jour où Black est mort, Jonathan était en première année de Strasbourg. médecine ou en deuxième année de médecine. Et quand il a appris qu'il est mort, il a pris sa voiture, il est venu, il voulait enterrer son chien. Et puis après, il a dit à Dominique qu'avec lui partent tous mes secrets. Alors, peut-être justement pour revenir sur quelque chose de plus festif quand même. C'est la dinde de Noël. Ah, Non, mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des bars à La chats. tête de veau. Tu sais, des bars à chats où tu Tu bois peux ton aller les café, caresser. tu les caresses, les chiots. Tu as des facs où tu as des salles juste avec des chiots et pour te détendre, etc. je vais peut-être quand même acheter un chien. Chez Google, tu as une salle avec des chiots, des animaux. À New York, tu peux louer des alpagas. Vous voyez ce que c'est, les alpagas? Oui. Super mignon, etc. pour une demi-journée. Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'on ne ferait pas venir un chien ou un animal de compagnie à la PO pour détendre Ah non, la Bible dit dehors les chiens, les infidèles. Ça, c'est- dehors les chiens, les infidèles. Non, mais pourquoi on ne ferait pas ça? Parce qu'il y a des gens stressés chez Bah, ça c'est dépressif. Aucune pression. Je pense que ça peut être Moi, je positif. préfère que tu le vois. Seigneur les touche Mais et ça leur peut être fasse un moyen. bien. Ça peut Ah, être un moyen. ils viennent Qu'il conseiller aux utilise. gens d'acheter des chiens chez eux. Non, mais ça, c'est pour la solitude. Parce que de l'autre côté, aujourd'hui, ce que je vois aussi, c'est des personnes qui sont... où l'animal est devenu presque une obsession. Tu as des gens qui ont 20 chats, 25 chats. Ou alors là, c'est pathologique. C'est un problème... Pour c'est un combler un problème, manque, quoi. Oui, mais c'est grave. C'est grave puisqu'on est dans de la maladie. Et nous, on n'en veut Et, pas 25. moi, j'ai vu des personnes qui me disaient, mais moi, Un alpaga. je préfère les animaux aux humains. C'est ça. Ouais. Et ça aussi, c'est dangereux parce que, évidemment, le chien te décevra jamais. Le mien, il m'a jamais répondu. Je peux avoir une discussion avec lui, il m'a jamais contrarié. Donc, C'est ça. c'est sûr que. Mais c'est pas lui qui me fait progresser non plus. Ouais, je veux dire, te c'est laisse. pas avec les échanges que j'ai eus avec lui que Ouais. ma culture a augmenté. Hein. C'est pas Je pense que le danger ou le glissement qu'on perçoit dans la société, c'est une forme, effectivement, de mise à égalité entre l'humain et l'animal. Oui. Et là, je pense qu'il faut revenir à la genèse, où il y a une hiérarchie des espèces qui s'est installée. Je conçois par contre que le mot qui a été traduit par dominer, lorsque Dieu dit à l'humain, à Adam et Ève, dominer la nature, dominer les poissons d'abord, hein, c'est marrant qu'ils disent dominer les poissons, je ne sais pas comment dominer un poisson. Comment Bref, en tout cas, j'ai vérifié hier toutes les traductions possibles, imaginables sur ce mot-là. Je ne lis pas le grec, mais il y a le mot maîtriser. Et puis il y a le mot, et un autre mot qui est intéressant, c'est être responsable d'eux. Être responsable d'eux. Alors ça, je crois que c'est juste, que cette notion d'être responsable à l'égard des animaux, par exemple, tous les étés, la SPA nous relate qu'il y a X chiens, X chats qui sont abandonnés. Parce que les gens vont en vacances, on abandonne les... Ça, c'est pas juste. C'est cette notion d'être responsable de ce que Dieu nous a confié comme un mandat culturel dont il faut prendre soin, sans brutalité. Hein, dans le proverbe, il est marqué l'homme bon traite bien son bétail, le méchant est cruel. On a vu des gens cruels. J'ai vu des fermiers cruels qui tapaient sur leurs vaches, qui leur gueulaient dessus comme des putois. Non. Et puis, il y a cette expérience qu'a fait une dame qui était docteur en comportement animal, qui est une Asperger, une autiste Asperger, Madame Temple-Grandin, qui avait ce qu'on appelle l'intelligence visuelle, et qui finalement a été embauchée par des abattoirs. Il leur a dit, vous stressez les animaux avant de les abattre. Et elle avait vu dans sa capacité de visualiser les choses, comment un animal, parce qu'elle avait une empathie avec l'animal, avec un bovin, alors, c'est intéressant ça, mais de reconstruire les abattoirs autrement pour que l'animal ne soit pas stressé.
avant d'être mis à mort. Et alors, il y a je dirais, parce que la viande est meilleure. Meilleure, voilà, ça c'est un peu largement c'est vrai. Donc il y a, je pense, dans notre façon d'approcher l'animal, de lui laisser sa place, de lui conserver, de le traiter avec bienveillance, d'être responsable d'eux. Et je pense que là, peut-être c'est une notion qui a besoin de cheminer dans nos têtes de croyants, de se dire est-ce que nous sommes responsables dans notre façon de fonctionner du monde animal qui nous entoure. Mais d'ailleurs, quand Jésus reprend quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », entre autres, beaucoup de commentateurs disent que le terme chargé, puisque Jésus parlait souvent en fonction du contexte qui était autour de lui, et il reprend ce terme chargé en parallèle avec la manière dont on chargeait les animaux. Et moi, j'ai un de mes amis qui était, je ne sais plus dans quel pays du Moyen-Orient, où en sortant de l'autobus dans lequel il se trouvait, il a vu un petit ânon qui était chargé. Il l'avait tellement chargé que sa colonne vertébrale s'est brisée. Il a craqué en deux. Et le propriétaire l'a abattu comme ça sur place. Et il semblerait qu'à l'époque de Christ, une des façons dont on avait de faire avancer, pour que l'animal avance encore alors qu'il était très chargé, comme finalement, naturellement, il avait quasiment plus la force, on entretenait une plaie et on rentrait dedans avec un aiguillon, ce qui fait que la douleur faisait avancer l'animal. Et ça, Jésus, à quelque part, Jésus dit, mais vous tous qui finalement êtes chargés, vous tous qui avez avancé à coups de coups, vous tous qui avez avancé à cause de la souffrance, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et on a... Alors ça c'est la symbolique biblique que j'aime beaucoup en parallèle avec l'humain que nous sommes, parce que tu as des gens qui s'effondrent, qui craquent, mais on voit aujourd'hui des gens qui recueillent justement des animaux qui ont été maltraités. Et il y a un échange qui se fait, ils le leur rendent. Donc, oui, je crois que les animaux font partie, en tout cas, et sont bienfaisants. On va avancer, les amis. C'est ce côté dans le livre de Job. Vas-y, on va te laisser terminer. Non, vas-y. C'est toi qui gères. Non, vas-y. On peut faire des cuts. Non, on fait pas de cut ici. Non, vas-y. Non, mais je trouve aussi que dans le livre de Job, dans les 3 derniers chapitres, on parle d'animaux, Dieu parle d'animaux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le reflet que ces animaux ont de la miséricorde de Dieu. Dieu prend soin de ses animaux. Il dit à Job, mais tu étais là quand la chèvre fait son petit, tu es là quand l'hippopotame... même la fierté que Dieu a de ses animaux. Puis après, il parle aussi avec beaucoup de lucidité sur l'autruche. Il dit, elle n'a pas beaucoup de sagesse, elle enterre son œuf, elle marche dessus, elle les trace ses petits. Par contre, attention, quand elle court, le cheval et son cavalier n'arrivent pas à la hauteur. Mais il y a une forme de... Il y a un reflet de Dieu prend soin de sa création, y compris des animaux. Et je trouve ça absolument remarquable que ce soit dans ce texte-là. Et Jésus est identifié un agneau. Ouais. Et un lion. Tu as un lion. Après, évidemment, mais un agneau, oui, tout à fait. Mais ouais. Donc, aimons-les, respectons-les. Et puis en même temps, parfois... Mangeons-les. En tout cas, je ne prendrais pas un alligator parce que si ça calme la personne elle-même, je pense que ça stresse tout l'entourage. Surtout une petite fille qui nous se balade avec. Non, puis quand il faut l'emmener au dentiste, c'est cher. Chez le dentiste. Chez le dentiste. Non, mais peut-être avoir un animal à la PO, comme l'école Oberlin qui a un animal de compagnie pour les enfants. Un phasme. Un phasme, ça coûte pas très cher. Et des fois, ils avaient d'autres choses, c'était pas très vendeuse là. C'est un message subliminal qui a été transmis. Un petit alpaga, tu vois, en partenariat avec l'école Oberlin, ils seraient super contents, je trouve. Ouais, un bourricot. Ouais, franchement, à réfléchir, papa. Mais tu viendras le nourrir. Hein. Non, et puis il entretiendrait les espaces verts. Oui. Ah ouais. Il faut toujours parler dans ce sens-là. Tu vois, c'est ça, ouais. Bon, business. Bon, Seigneur. On va avancer. Mais c'est une bonne idée. On va avancer. On a un sujet qui n'a rien à voir pour le coup, mais c'est aussi ce que j'aime dans les émissions. On s'y retrouve, parler de tout et de plein de choses. Et puis là, on a un gynécologue qui va nous parler. Alors, pourquoi tu regardes Claude ?
J'allais dire, Claude, tu as déjà rencontré des... Non, mais je devrais Non, poser je la n'ai pas question rencontré de à gynécologue, Joy. non. Mais un gynécologue qui va nous aborder, avec qui on va aborder un sujet qui est peut-être un peu plus douloureux. J'ai pris le temps de discuter avec beaucoup de femmes plusieurs femmes qui sont passées par là, pour choisir peut-être les questions qui les préoccupent le plus. C'est tout ce qui est de la PMA et tout ce qui est ensuite des FIV, etc. C'est un sujet qui fait assez débat aussi dans les églises. Donc on va prendre le temps d'en discuter. Et pour ce faire, j'inviterai Paul, le gynécologue Paul Habib, à venir avec nous. Salut Paul. Bonjour. Tu vas bien? Merci pour l'invitation. Eh ben, on est ravis. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu as des animaux, Paul? Ah ben, j'aime pas les animaux du tout. Ah, voilà. Voilà. Ça mérite d'être clair. Hein. On est ravis. Je préfère soigner les femmes que les animaux. Ah, bon, on est ravis. On est ravis. Heureusement que tu fais pas les deux. Hein. En tout cas, Paul, moi j'avais quelques petites questions pour toi. Alors peut-être, est-ce que tu peux te présenter? Tu es gynécologue, mais où ça? Qui es-tu? Est-ce que tu as une famille? Dis-nous tout. Voilà, moi je m'appelle Paul Habib, je suis gynécologue dans le nord de la France. Je travaille dans une structure privée. Donc je travaille, je fais les deux côtés, les consultations et les accouchements. Donc on appelle ça gynécologue obstétricien. Donc les deux ensemble. Donc tu as le pack complet, quoi. Voilà. C'est ça. Moi je vois mon... Donc j'aime toujours partager avec les chrétiens ou les chrétiennes plutôt tout ce qui est sujet à cheval entre le métier ou cette partie de la médecine et la connaissance biblique ou spirituelle, parce que on en parlait très peu, j'ai l'impression. Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi, d'où l'importance, je pense, de ce sujet-là. Quand je l'ai évoqué à ces quelques femmes qui se posaient des questions aussi sur la PMA, les FIV, tu vois que tout de suite, ça peut faire remonter des choses assez douloureuses. Alors, peut-être la première question que j'aimerais te poser, on va prendre le temps de rentrer en détail ensuite, mais qu'est-ce que c'est la PMA? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je sais qu'il y a 4 étapes aussi, donc si tu peux nous expliquer un petit peu pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Voilà, donc j'aimerais déjà détailler c'est quoi PMA, c'est procréation, c'est-à-dire aider à tomber enceinte, médicalement assisté. Donc le choix du terme, il n'est pas par hasard, parce que c'est assisté, ça ne veut pas dire garantir. Et ça, c'est très important à le comprendre. C'est pas parce qu'on prend un traitement qu'on va forcément tomber enceinte. Et ça, c'est très important à assimiler cette notion qui comporte un peu un non-dit dans cette appellation. Donc, quand on parle de PMA, il y a toujours 4 paliers. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle la stimulation ovarienne. C'est juste des petits cachets qu'on prend dans la première partie du cycle pour stimuler l'ovulation. Et puis, le médecin surveille l'évolution de l'ovulation sur l'ovaire à l'échographie. Et puis, à un moment donné, on va dire, voilà, la patiente, elle est sur le point d'ovuler. Et du coup, on programme les relations. Et après, le deuxième palier, c'est ce qu'on appelle l'IAC, c'est-à-dire insémination avec un sperme du conjoint. Donc, c'est un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'on fait la première étape, mais plutôt avec des injections le plus souvent. Et puis, on prépare les spermes du conjoint dans un laboratoire. On appelle ça une optimisation pour choisir vraiment les spermatozoïdes qui sont les plus efficaces. Et puis, l'acte se fait au cabinet, c'est-à-dire injecter le produit directement dans l'utérus. Et donc, du coup, on réduit le passage, je dirais, douloureux des spermatozoïdes qui peuvent se perdre dans le trajet. Et donc, ça augmente de 25% à peu près le taux de fécondité. Après, bien sûr, il y a la fécondation in vitro. Et j'aime toujours aussi détailler fécondation. Donc, fécondation, tout le monde connaît. In vitro, c'est-à-dire dans un laboratoire. Donc, il y a dans la science 2 termes, in vitro et in vivo. In vivo, c'est-à-dire c'est dans le corps humain. In vitro, c'est dans un laboratoire. Donc, du coup,
Ça, on va parler un peu plus en détail après. Et puis, il y a fécondation in vitro avec ICSI. C'est quand on va prendre vraiment le spermatozoïde et l'injecter directement avec une seringue spécifique dans l'ovocyte. C'est pas la fécondation in vitro classique. Donc, 4 paliers, selon bien sûr le temps écoulé à partir de la constatation d'un besoin d'aide jusqu'à l'obtention éventuelle d'un résultat en forme de grossesse. D'accord. Aujourd'hui, sur la fécondation in vitro, toi, tu me disais quand on préparait un peu cette émission que celle qui est la plus pratiquée actuellement, c'est la fécondation in vitro ICSI, c'est bien ça? Alors, ça dépend des cas, mais je dirais maintenant, c'est devenu quasiment 50-50. Ok. C'est vrai que maintenant, les biologistes, ils ont cette tendance de donner, je dirais, le meilleur pour les patientes, pour les couples. Donc, ils aiment aller jusqu'à la fécondation in vitro ICSI quand ils voient que le taux de réussite de fécondation in vitro classique, il est peu. D'accord. Alors peut-être avant d'aller sur le sujet de la fécondation in vitro, sur un plan historique, ça fait depuis combien de temps qu'on pratique ou qu'on parle de PMA en France? La fécondation in vitro, elle a commencé en France à peu près il y a plus de 30 ans. Ça s'était pratiqué par un professeur renommé qui s'appelle le professeur Friedman, qui a fait la première tentative en France. Et puis, ça commençait un peu dans le monde d'avant, mais ça fait des décennies maintenant que ça se pratique, et ça se pratique très très bien. Est-ce que tu as souvent l'occasion d'accompagner des femmes dans ce parcours-là? Oui, alors moi, ça fait partie de mon activité, mais je dirais, je fais ça d'une façon un peu partielle, dans le sens que un médecin gynécologue qui fait la fécondation in vitro de A à Z, il faut qu'il soit dans un groupe qu'on appelle ça un groupe disciplinaire, dans le sens que c'est toute une chaîne de production, si j'ose dire. C'est-à-dire l'examen, le suivi des patientes. Après, il y a la partie biologique, ça c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire la partie du laboratoire. Donc, où je travaille, le laboratoire, il est trop loin du lieu d'exercice. Donc, vous savez que c'est une procédure très, très, très coûtante. Donc, du coup, il n'y a pas dans chaque ville, dans chaque département, un laboratoire spécialisé. Donc, oui, je fais ça d'une façon partielle. Donc, je fais quasiment 50% de la procédure, mais l'autre 50%, il se fait dans un autre site où se trouve le laboratoire qui manipule la partie biologique. D'accord. Il y a combien de pourcentage de réussite en moyenne? Tu donnes combien de pourcentage de réussite en général quand tu l'expliques aux personnes? Oui, alors je dirais il y a 10 ans c'était 35 à 40%. Maintenant, ces 5 dernières années, on peut parler sans exagérer jusqu'à 50%. Ok. Donc c'est vraiment aussi une source d'espoir pour les parents, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, Alors peut-être parce que je te donne pas les questions que je t'avais envoyées dans l'ordre parce que je trouvais intéressant ce que tu disais. Tu as dit, excusez-moi du terme, mais de parler de chaîne de production. Quelque chose que j'entendais souvent et on m'a demandé de poser cette question, c'est comment est-ce que toi tu vois la chose du point de vue des couples, et peut-être j'aimerais bien t'écouter Claude aussi dessus. On me disait souvent on a l'impression d'être un numéro. On a l'impression que c'est juste un enchaînement, ça va très vite, on nous explique même pas. Le retour que j'ai eu, c'est par exemple des personnes qui pensaient à passer par la FIV, où ils ont vu donc le médecin, le gynécologue, qui leur a dit bon bah maintenant c'est la FIV, prochaine étape. Ils ont même pas eu le temps de réfléchir quoi que ce soit. Ceux qui ont dû dire attendez, on veut réfléchir, il avait déjà fixé le rendez-vous. C'est un peu une grosse machine. Est-ce que toi tu as quelque chose à dire pour les parents qui sont là-dedans, qui ont l'impression d'être un peu des numéros? Oui, malheureusement, c'est une constatation qui est vraiment réelle sur le terrain. Alors, il faut savoir que le nombre de gynécologues maintenant en France, il est en baisse catastrophique et on n'en parle pas assez, mais c'est une réalité. Moi, ça fait 14 ans que je suis installé. J'ai vu dans mon entourage 8 gynécologues arrêtés.
Donc du coup, c'est vrai qu'on a un problème de temps à consacrer à chaque couple. Moi, de mon côté, j'essaye toujours d'espacer les consultations dans le sens de donner une période d'assimilation des choses entre deux consultations pour que les couples un peu digèrent les choses. C'est pas simple. Et moi, je pense le plus important que les couples comprennent aussi que c'est un parcours, même si on parle des paliers différents, c'est un parcours qui est très prenant et preneur. Et c'est un investissement dans le temps. C'est vrai que quand on va voir un médecin, on a l'impression qu'il va nous donner un petit cachet, puis le lendemain, on va tomber enceinte. C'est un peu l'attente de beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais c'est loin d'être la vérité. La vérité que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, il faut beaucoup d'examens, il faut beaucoup de mise au point, et c'est pas évident, je veux dire, ni pour le médecin, ni pour les couples. C'est combien de temps c'est en pour ça moyenne, que- Paul? C'est combien de temps en Pardon. moyenne? Le parcours, il dure combien de temps à peu près? On estime que le parcours pour une stimulation ovarienne simple, bon, c'est assez vite, hein, c'est à partir du moment où le couple dit oui, bon, c'est dans les semaines qui suivent. Par contre, pour les parcours FIVIXI, maintenant, il faut compter quasiment une année. Ouais, donc c'est d'autant plus difficile aussi, je comprends. Peut-être, Quand tout va bien. Paul, quand tout va bien. Paul, avant de revenir sur les questions que je voulais aborder avec toi, je voulais écouter aussi Claude. Si tu peux nous partager un peu ton expérience, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir sur ce plateau. Comment toi tu as vécu les choses, parce que vous êtes passé par un parcours aussi similaire avec Caro. Mais oui, on avait au bout de 13 ans toujours pas d'enfant. Donc on s'était interrogé déjà au bout de 7 ans. Et on a mis environ, en quelque fois, 3 ans de plus pour vraiment, quand on s'est dit maintenant il faut aller voir de plus près où est le problème. Quand on a découvert que c'était chez moi le problème, d'abord il faut encaisser le coup. Parce que tout à coup tu deviens responsable entre guillemets, du malheur de ton épouse. Parce qu'une épouse, en tout cas mon épouse, elle voulait des enfants, ses sœurs avaient toutes des enfants, elle les programmait quand elles voulaient. Donc tu vis ça, puis l'environnement aussi, tu as les copines, tout le monde tombe enceinte, dans les âges où on tombe enceinte. Donc c'est une souffrance, une vraie souffrance que je comprends quand les gens, à un moment donné, se tournent vers la médecine pour être aidés dans la procréation. Et après, ça a été pas des conflits, mais des tensions, parce qu'il faut supporter cette culpabilité, c'est cause du malheur de l'autre. Maintenant, pour revenir à la question, moi j'avoue que nous avons été bien soignés, en tout cas un temps où il y avait sans doute beaucoup plus de gynécologues. C'était il y a combien de temps? Alors, nos enfants sont nés en 2005, donc 17 ans, donc 3 ans avant, quasiment 20 ans, quoi. Il y a 20 ans, il y avait plus de gynécologues. Donc on a été bien soignés, on a été bien suivis. Je veux dire qu'on avait chaque fois eu du temps avec la gynécologue de ma femme, avec la biologiste, on était on devait aller à Strasbourg. À Mulhouse, il n'y avait pas les services compétents. Donc, mais ça... Alors, j'ai plusieurs questions que tu m'as posées, c'était... Comment tu l'avais vécu un peu, Après, on a enclenché le mouvement. La problématique que nous avons connue, que moi j'ai connue en tant que pasteur, c'était quand même le côté éthique. Alors on y vient. Ça, on va y maintenant, d'accord. aller. Mais c'était pour moi un long cheminement et je ne pouvais pas comme ça juste dire je vais, entre guillemets, fabriquer un enfant à l'hôpital. Et quand on avait enfin dégrossi toute l'autre partie éthique, on s'est décidé d'y aller. C'était en 2003. Et donc on nous avait dit à l'époque qu'il y avait possibilité d'avoir 4 essais financés par la Sécu. Au premier essai... Oui, parce que c'est intéressant de le dire, c'est financé, c'est encore remboursé par la Sécu, Paul, la FIV? Oui, la FIV en France, ils ont c'est décidé depuis longtemps, c'est 4 tentatives. Ouais, donc ça n'a pas bougé. Les tentatives, ça fait pas les tentatives de réimplantation, c'est les tentatives complètes, c'est-à-dire stimulation de l'ovulation, D'accord. collection des ovocytes et puis réimplantation. Okay. Donc, il n'y a que 4 tentatives. Et donc, toi, Claude, ça a pris combien de temps avec Caro, le parcours en entier? Je pense environ une trentaine de mois, 2 ans et demi. Ah, quand même. Parce qu'on a fait une première tentative, alors on était persuadé que tout s'était bien passé. Et lorsqu'on a voulu implanter, lorsqu'on attendait dans la chambre, la salle d'accueil, salle d'attente, tout à coup, on va revenir à la gynéco, blême, dit écoutez, nous avons un problème.
Lequel? Ah ben, madame, vous avez un problème. Ah bon, lequel? Elle avait fait des œufs clairs, donc des œufs sans noyau. Donc, tu as beau injecter par ICSI le sperme dans l'ovocyte, il n'y aura pas de fécondation. Donc, on est rentré, et ça nous a mis un coup, parce qu'il a fallu que, tout à coup, on encaisse aussi le problème que mon épouse avait. Moi, j'ai un problème, mais elle aussi a un problème. Donc, on a cumulé les problèmes. Donc là, on a passé par une phase de... Caro a passé par une phase de dépression. Enfin, dépression. On n'avait pas besoin de médicaments, mais c'était un moment où tout était remis en question. On a géré ça par... on s'est évadé un peu, on a fait un jour par-ci, par-là de vacances. Et puis, enfin, on s'est remis. Et là, ça a marché. Ça a marché. Elle était tellement contente qu'elle a pu annoncer la nouvelle au monde entier, je dirais. Et 15 jours après, le bébé est parti. Donc c'était une fausse couche, tout au début de la grossesse, mais quand même, c'était de nouveau, il fallait accueillir ou accuser le coup d'un échec. Et puis enfin, on a mis du temps, parce qu'il fallait du temps pour digérer les choses. Et enfin, on a fait une troisième fois, et là, ça a marché. On a eu des jumelles. Voilà. En plus. En plus, ouais. Prématuré, quoi. Prématuré à 27 semaines. Ouais, après, il y a eu toute l'histoire après. Je vais essayer d'avancer parce qu'il y a beaucoup de questions. Je pense que en tout cas, les personnes que j'ai contactées m'ont demandé aussi de poser. Revenir sur la question éthique, Paul. Puis peut-être papa, ça serait aussi intéressant, Claude, de vous avoir, et puis même Joy. Pourquoi pas. Mais la question, parce qu'effectivement, on parle donc de cette fécondation qui est là. Et ma question, c'est quelles sont tes réflexions concernant le fait, tu sais, des embryons qui sont congelés et des décisions qui sont à prendre dedans? Est-ce qu'on parle d'un avortement? Moi, souvent, on m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Est-ce que j'ôte la possibilité d'une vie, spirituellement parlant, devant Dieu? Oui. Je sais que c'est vraiment des vraies réflexions. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire? Parce que non seulement tu es gynécologue, mais tu as la foi. Quelle est ta position à toi? Mais il faut déjà peut-être expliquer aux internautes c'est quoi la fécondation in vitro un peu plus en détail pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est des embryons congelés. En fait, la méthode, elle est un peu logique et simple, même si elle est compliquée dans la pratique. En fait, on donne des hormones qui sont synthétiques, qu'on injecte. Et c'est les mêmes hormones, on va dire, qui stimulent l'ovulation chez la femme d'une façon naturelle. Mais là, on donne des dosages beaucoup plus conséquents. Donc, du coup, les deux ovaires vont réagir. Ils vont commencer à faire ce qu'on appelle des follicules. Les follicules, c'est les bébés ovocytes. Voilà. Donc, du coup, on fait des échographies d'une façon répétitive. Jusqu'à un moment donné, on va mesurer les follicules pour dire, voilà, ça, c'est des follicules mûrs. Donc, entre parenthèses, des ovocytes où il y a de la matière génétique. Donc, du coup, après, le médecin gynécologue, il va, sous échographie souvent, ou tout le temps, parfois sous anesthésie même, aspirer le liquide qui est dans ces follicules, qui contient l'œuf. Après, on va les prendre, on va les examiner sous des microscopes, avec des examens un peu plus compliqués, je passe des détails, et puis on va sélectionner les ovocytes qui sont d'une bonne qualité. Donc, il y a des critères que les biologistes savent très bien. Voilà, ça, c'est un ovocyte qui marche, ça qui ne marche pas, c'est bonne qualité, c'est pas bonne qualité. Bon, entre guillemets, il fait le tri. Après, ils vont amener donc, les spermatozoïdes qui vont faire la fécondation dans le laboratoire, donc in vitro, avec les ovocytes qui sont évolués de bonne qualité. Donc, du coup, il y aura, a priori, un ou plusieurs embryons. D'accord? Donc, du coup, ils choisissent toujours en fonction du protocole ou la discussion qui était menée d'avance avec le couple, avec l'équipe pluridisciplinaire. Est-ce qu'on met un embryon? Est-ce qu'on met deux? On met plus trois maintenant. Et donc, du coup, il faut comprendre quelque chose que par souci de praticité, il stimule beaucoup l'ovulation pour qu'on ait plus d'ovocytes, parce qu'on sait qu'il y a des ovocytes qui ne vont pas être utilisés, parce qu'ils ne seront pas
de bonne qualité. Donc, ils essaient de faire plusieurs fécondations pour choisir aussi le meilleur embryon. Alors, moi, je suis d'accord que cette question d'embryon congelé, ça pose problème. Moi, ça me pose un problème d'une façon personnelle, mais il n'y a rien qui empêche de discuter avec les médecins responsables en amont, en disant, nous, on ne souhaite pas se débarrasser des embryons. Et puis, en fait, le médecin, je dis, il comprend. Je pense que la plupart des médecins maintenant, vu qu'en France, maintenant, on vit dans une société cosmopolite, plus ou moins, on doit respecter les avis des couples et peut stimuler et peut féconder. Et ça, c'est un choix personnel. Si on veut plaire à Dieu, on peut avoir accès à la fille sans problème. Ça, c'est ma conviction personnelle. Mais réduire le nombre d'embryons qui resteraient vivants. Et moi, je pense que c'est faisable. Et s'il reste des embryons après, pourquoi ne pas les utiliser si ça marche dans une grossesse ultérieure? D'accord, Ça pose un problème. Donc, ouais, est-ce que toi, c'était aussi la réflexion que tu avais avec Caro à l'époque? C'était notre grande question. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit le docteur Paul Labib, il y a volonté, c'est une question de probabilité. Ouais. Plus on féconde des ovocytes ou des viables, plus il y a d'embryons, et plus il y a des chances qu'il y ait des embryons qui soient là, qu'on puisse faire une sélection et implanter. Et le reste, en tout cas à l'époque, on nous parlait ça comme ça, le reste, on peut congeler. Le problème de la congélation, c'est que c'est la décongélation. C'est qu'en décongelant, en tout cas à l'époque, les probabilités étaient que 50% pouvaient mourir. Donc vous avez mis en route des vies que vous congelez et donc vous savez que 50% à la décongélation vont mourir sous réserve qu'il y ait un projet parental derrière pour les autres. Ouais, c'est c'est-à-dire que si vous congelez, mais imaginez entre-temps vous vous décidez non mais j'en ai maintenant 2 d'un coup, c'est bon, moi j'avais 42 ans quand c'est arrivé, c'est bon, j'en veux pas à nouveau 2 de plus. Qu'est-ce qu'on fait de ces embryons congelés? Imaginez que le couple vive un drame, l'époux décède ou divorce. Les couples divorcent. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'était notre grande question et on a eu des réponses par notre... Enfin, c'était entre guillemets un hasard des choses. On est parti faire du ski avec un couple d'amis, des Strasbourgeois, le cousin de ma femme, qui avait le même problème que moi. Et donc eux, ils avaient, avec le CPDH, discuté... si tu peux expliquer ce que c'est le CPDH? Le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, qui était, en tout cas, qui est dans notre monde à nous, un peu le référent en matière de réflexion, d'éthique sur la question. Et donc, on allait le voir aussi. Et donc, eux nous ont conseillé ce que disait Paul à l'instant, c'est de veiller à ce qu'on ne fasse pas trop de mise en route d'embryons. Pas forcément, parce qu'il faut 3 jours pour avant d'implanter. Donc on injecte, le démarrage de la vie se fait et dans les 3 jours on implante. Et dans cette probabilité, il y a forcément des embryons qui ne continuent pas de vivre ou qui ne démarrent pas. D'accord. Donc il reste un élément. Alors pour la petite histoire, chez nous, on en a eu, je crois, 6 ovocytes et tous ont démarré. Et des 6, au bout de 2 jours, on nous téléphone et on nous dit écoutez, bonne nouvelle, il en reste 3. Sauf que on nous avait dit aussi, on n'en implante plus que 2, maximum. On ne fait plus des grossesses multiples au-delà de 2. Oui. Donc, et c'est là qu'on avait eu le conseil aussi, et je pense que c'est une question de spirituel, à la fois du choix éthique au départ, et puis de l'accompagnement dans la prière. Ouais. Et nous avons des amis qui ont prié pour nous, et on a prié aussi pour ça. Et puis on a dit Seigneur, mais nous on ne veut pas faire le choix. Et lequel choix? Alors évidemment, d'après la science, ils prennent les 2 meilleurs sur les 3, et le 3e il est mis en congélation, sachant qu'il avait une chance sur 2 de survivre. Et bref. Et lorsqu'on arrive le matin pour l'implantation, la gynéco nous reçoit et dit écoutez, on est désolé, il n'y en a plus que 2 ce matin. Nous on était contents, parce que finalement on n'a pas eu à faire un choix qui, à mon avis, ne relève pas de nous. C'est un choix qui donne la vie, qui donne la mort, c'est pas nous. Donc on a implanté les 2, et les 2 ont tenu. D'accord. Ils sont devenus les 2 jeunes filles qu'on a. Alors peut-être juste sur la question, j'aimerais vraiment qu'on avance un peu sur la question aussi de la volonté de Dieu.
parce que quelque chose qu'on entend aussi régulièrement, c'est passer par la PMA, passer par une FIV, etc. C'est un peu forcer la volonté de Dieu. Moi, malheureusement, c'est des choses aussi que j'ai déjà entendues. C'est, voilà, peut-être discuter un peu de ça. Paul, quel est ton avis? Papa, j'aimerais bien t'entendre dessus. Est-ce que passer par ça, ça peut être aussi perçu comme forcer la volonté de Dieu? Je vais poser la question autrement. Je vais répondre, est-ce que prendre des antibiotiques quand on a une infection, c'est forcer la volonté de Dieu? Mm-hmm. Donc pour toi, c'est la même chose. Pour toi, tout accompagnement médical n'est pas forcer la volonté. En fait, ce que je voulais dire, qu'il y a des techniques médicales maintenant qui n'existent pas il y a 100 ans, il y a 150 ans. Et du coup, la question, elle est beaucoup plus simple. Est-ce que moi, je fais usage de la médecine ou pas du tout? Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et il y a 100 ans, quand on avait un abcès, il n'y avait pas d'antibiotiques. Soit il perçait tout seul, soit c'était une septicémie et la plupart des gens mouraient. Mm-hmm. Maintenant, on a cette chance d'avoir la pénicilline et puis les dérivés. On prend un antibiotique, en 48 heures, 72 heures, on est guéri. Ouais. Donc c'est le même principe. Ouais. Donc moi je pense que c'est une question personnelle. Et si le couple il s'est mis devant Dieu, et là on prend pas les choses à demi-mesure, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on s'engage dans cette voie ou pas? Voilà. Moi, je pense que c'est pas forcément la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de surpasser ou de dépasser des barrières qui sont dans la nature. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est une question très très personnelle. Si on n'a pas le feu vert de Dieu, moi je dis en toute franchise, il faut pas le faire. Si on a le feu vert de Dieu, Dieu va nous accompagner, quel qu'il soit l'issue. Donc avoir cette conviction, papa? Alors, moi j'en parle avec beaucoup de réserve, puisque j'ai eu la grâce de ne pas avoir de difficultés. Donc c'est avec beaucoup de respect pour tous ceux qui sont face à cette question. C'est toujours difficile de répondre à une question à laquelle on n'est pas confronté soi-même, sans avoir pour autant une raison théologique très claire. Ouais. Que ferais-je si j'étais dans ce cas-là? C'est très difficile à dire. Et je veux dire avec humilité que je préfère presque m'abstenir de répondre. Ok, t'as le droit. Plutôt que de m'engager dans une réponse qui finalement serait le reflet aussi du fait que nous n'avons pas connu les difficultés qu'ont connu Claude et Caro par exemple. Est-ce que je me serais avec Dominique résolu à dire ok, on n'aura pas d'enfants et on va se consacrer autrement, mais c'est là qu'on rejoint ce que Paul dit, une conviction personnelle. C'est une conviction personnelle et personne ne peut se substituer à quelqu'un d'autre. Maintenant, j'entends très bien qu'aujourd'hui, évidemment, on fait des transplantations cardiaques. Donc, est-ce qu'on va contre la volonté de Dieu en mettant un cœur qui fonctionne? Moi, je le crois pas. Mais si tu veux, pourquoi je le relève? Parce que, et ça me semble important aussi de le dire, c'est que je trouve des fois, et tu fais bien de répondre comme ça me fait plaisir, c'est qu'on peut parler très vite de choses, et malheureusement, beaucoup ont été blessés par des mots qui ont été durs, méchants. Tu n'acceptes pas la volonté de Dieu en passant par des choses comme ça, qui sont méchants. Vraiment. Alors, juste avant l'émission, j'ai parlé avec une personne qui était dans cette situation-là, et le choix était de ne pas avoir d'enfant. Ouais. Mais c'était une conviction qui leur a permis peut-être de vivre aussi leur vie de couple différemment, avec d'autres investissements, d'autres priorités, Ça revient un peu. Je ne sais pas si je peux faire le parallèle, mais l'apôtre Paul dit par exemple que celui qui reste célibataire, finalement, il peut se consacrer plus au Seigneur, etc. Et voilà, c'est un autre choix, mais c'est toujours le résultat d'une conviction. Ouais. Et je pense que ça, c'est important. Joy?
Moi, je me dis juste qu'au final, la décision finale, elle reste quand même encore entre les mains de Dieu, puisque c'est lui qui donne la vie et qui permet que ces embryons qui restent au final, comme tu disais, fonctionnent. Ouais. Et alors, ça a été aidé par la médecine jusqu'à un certain point, mais je pense qu'au final, la vie, ça reste lui qui la permet ou qui ne la permet pas. Donc, Mais parce que c'est vrai que tu peux aller plus loin. Parce que ça, c'est une étape, mais il y a aussi l'insémination d'un sperme d'un autre. Et ça, c'est une autre question. Une autre ouais. question. Qui, à ce niveau-là, Paul, comment tu te c'est une autre situes? Parce que il y a effectivement, ça. la science, elle peut aller très loin, quoi. Et ça s'appelle comment d'ailleurs, du coup? C'est Bah, pareil. Paul, c'est Pareil. L'insémination avec un sperme d'eau de Nord, IAD. Ok. comment tu te situes à ce niveau-là? Oui. Alors, je vous dis ce que je pense honnêtement. Alors, je vais juste donner 2 faits historiques dans la société. Dans beaucoup de cultures, il y a une maman qui accouche d'un enfant, elle peut le donner à une autre maman pour l'allaiter. Est-ce que ça, vous le savez? Mhm. Donc ça se pratique dans d'autres cultures. C'est pas elle qui va le nourrir, mais elle va le confier à une autre maman pour diverses raisons, pour qu'elle lui donne le sein. Donc le bébé qui est né d'une maman, il va être nourri au sein d'une autre maman. Ça n'a jamais posé de problème dans les milieux chrétiens jusqu'à maintenant. Et il y a aussi le fait historique de l'adoption. L'adoption, elle se trouve dans la Bible. Même nous, on est adoptés par Dieu. Mhm. Moi, je pense pour ce problème qui, à part de la fécondation in vitro et tout ça, encore plus, ça c'est un choix personnel qu'il soit discuté avec beaucoup de transparence avec le pasteur, avec un leader spirituel. Mhm. Et moi, s'il y a un couple qui va le faire, je ne vais pas absolument le juger. Et le souci que l'expérience montre, qu'il y a beaucoup plus de complications médicales Mhm. et même parfois psychologiques sur la maman, enfin, dans le couple et les enfants. Pour diverses raisons, parce que on sait que quand il y a une gamète, c'est-à-dire soit un sperme, soit un ovocyte qui ne vient pas du couple, quand la grossesse elle aura lieu, en fait Dieu il a fait bien les choses. Je m'explique. Quand un couple vit ensemble, à force de vivre ensemble, physiquement je parle, il y a une sorte d'accoutumance et des anticorps de l'un et l'autre. Donc, quand il y a la grossesse qui se met en place, la grossesse, elle est acceptée. Ça, c'est le projet de Dieu. Quand on vient apporter une gamète de quelqu'un d'autre dans l'extra-couple, le fait que la maman a une gamète dans la composition de son embryon, elle peut parfois faire des anticorps contre le conceptus. D'accord. Je dis pas chaque fois, mais parfois. Mhm. Et ce qu'on appelle dans la médecine la toxémie ou la dysgravidie, bon, c'est des complications un peu de grossesse. Donc, moi, je ne vois pas que la Bible, elle tranche contre cette pratique, parce qu'on parle d'allaiter un autre bébé qu'on n'a pas mis au monde, on parle aussi d'adoption, ça peut être considéré comme une forme d'adoption. Oui. Mais il ne faut pas occulter que médicalement parlant, il y a des signaux qui nous montrent que c'est pas si simple comme on le pense. D'accord. Moi, je pense quand même qu'on a un exemple qu'on n'a pas encore cité, un exemple biblique que nous connaissons tous, c'est Abraham et Agar, puisque on sait aussi que c'était aussi une pratique. Hein, quand une maman ne pouvait pas avoir un enfant, le mari, finalement, c'était une manière d'avoir un enfant. Et puis, quand elle accouchait, la mère était là, présente au moment de l'accouchement. Ce qu'on voit finalement, c'est que même si c'était pas, entre guillemets, la volonté de Dieu dans le projet de Dieu, mais Dieu bénit Ismaël. Dieu n'a pas rejeté Ismaël.
Donc, la question la question est très individuelle. Mais oui. Elle est très personnelle. Et Mais je trouve que c'est on important n'a pas qu'on le droit puisse, tu vois, de l'aborder. on n'a pas le droit de juger, surtout quand, comme nous, mon épouse et moi, on n'avait pas de soucis pour avoir des enfants. Parce que tu vois, mais je trouve que c'est important de l'aborder, par exemple, dans une émission comme celle-ci. Oui. Parce que moi, on me dit tout le temps, mais on n'en parle jamais. Et je dois dire, ça nous permet de sensibiliser aussi à tous ceux qui, tu vois, tu l'as dit humblement, ben, nous, avec Dominique, on n'a jamais eu trop de difficultés. Enfin, voilà, vous étiez plutôt successful à ce niveau-là. Oui. Mais je dois... Alors, je sais pas si... mais je dois dire, tu vois, nous, avec Sylvia, on a eu des moments. Donc là, Sylvia, elle est enceinte à nouveau, elle va accoucher. Mais on a eu du mal. Félicitations. Pardon ? Félicitations. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Il vient pour le mois de décembre, un petit garçon. Mais on a eu du mal. Et tu sens cette pression qui est là, en fait. Tu sens ces petites phrases qui viennent en plus. Ah bah dis donc, vous en voulez pas un en plus. Ah bah pourquoi et ceci. Et tu sens que surtout chez les dames, ça pèse beaucoup. Et je veux terminer avec ça parce que le temps est vraiment passé. Mais Paul, c'était important pour moi de juste poser la question sur le plan psychologique. Parce qu'on voit qu'il y a... étrangement, alors je ne sais pas si tu as une explication, mais chez certaines, il suffit que le parcours administratif soit enclenché pour qu'elle tombe enceinte. Ça arrivé plusieurs fois. Maintenant, je sais qu'il y a des risques aussi de dépression chez certaines à cause des échecs. Est-ce que toi, tu as un accompagnement spécial ? Est-ce que tu demandes de consulter un psychologue en même temps que le process se met en place ou pas ? Alors, oui, c'est... Le poids psychologique, il est énorme, beaucoup plus qu'on peut le penser. Il n'y a pas de mots pour le décrire, et ça, je suis conscient. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de préparer le couple en amont. Voilà, le parcours, il est long, et c'est pas simple. Il y aura peut-être des échecs, parce que vous imaginez, moi, j'ai eu des couples qui ont eu 10 échecs, et le 11e, ça aboutit. Donc, c'est quand même énorme. Persévérer, ouais. Ouais. Et je me rappelle toujours d'une patiente qui a eu 10 échecs, et la 11e, elle a eu une fille, elle l'a appelée Victoire. Tu comprends. Et c'est vrai que c'est très lourd. Alors, souvent, oui, moi j'essaye d'accompagner moi-même en toute franchise mes patientes, quand je le peux, bien sûr. Et c'est vrai que dans l'autre sens, parfois, il y a des dames ou des couples, une fois qu'on a démarré les papiers, tout ça, tombent enceintes après parce qu'il y a une sorte de relâchement de la pression. Et on a eu aussi l'inverse, des patientes qui ont jeté l'éponge. Et puis, moi, j'ai plusieurs couples, on a fait combien de fois de fécondation in vitro, ça n'a pas marché. Et quand on a tout arrêté, ils ont fait 3-4 enfants. Comme quoi le psychologique joue énormément aussi dans ça. Bon, moi, je pense honnêtement, c'est pour ça que ça doit rassurer tout le monde, je pense honnêtement que ce qu'on sait maintenant de la fertilité ou la fécondité, c'est même pas 2%. Ça, c'est très important et très intéressant ce que tu relèves. Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, ce que vous avez fait les uns, en tout cas Claude, la première des choses, c'est de prier que le Seigneur puisse accorder, puisqu'on a beaucoup d'exemples dans la Bible aussi, comme Anne et d'autres qui ont crié vers Dieu et qui ont reçu. Et moi, ce que je voudrais dire, alors ça c'est à titre personnel, mais je le dis quand même autour de cette table, c'est que cette discussion, pour moi, est vraiment dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Ça faisait partie des questions où on n'avait pas le temps de les traiter, mais qui étaient prévues avec Paul. Mais on reverra Paul. Mais pour moi, c'est important de le dire que, en tout cas, je me suis exprimé dans ce cadre-là. Oui, Hétérosexuel et peut-être marié aussi. Oui, marié, bien sûr. Oui, mais ça faisait partie des questions. J'ai dit Paul, si on a le temps, on abordera tout ça, mais là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Oui, c'était simplement pour... Mais t'as bien fait. Paul, merci de tout cœur pour cet échange. Merci. Et alors, chers amis, dites-nous aussi, réagissez aussi à tout ce que je sais que Paul, il a vraiment ce cœur-là pour les chrétiens, pour ceux qui passent par là aussi, pour ces difficultés-là. On a émis aussi l'idée de faire d'autres sujets aussi qui peuvent être très intéressants, comme par exemple tout ce qui est
à tout ce qui est protection, tout ce qui est pilule, etc. C'est des questions, je pense, assez intéressantes. Enfin, on va inviter des sœurs sur le plateau. J'allais dire, tu serais très à l'aise, à mon avis. Mais j'aimerais bien te mettre dessus, ça va me faire rire, ça va me faire rire. Pour calculer en maths, Oh, oui, etc. oh. hein. À mon avis, c'était vraiment pas bon en maths. Rien Mais que c'était pour pas les très bon, animaux. Paul, merci Non, de tout hyper cœur fécond, vraiment pour cet échange. hein. Merci beaucoup. Que Merci. Dieu te bénisse et bon courage pour la suite. Ouais, merci beaucoup. Oui. Merci. À plus. Bonne journée. Paul, À bientôt. J'espère Ciao. que notre discussion sur les animaux t'emmène à les aimer un tout petit peu. Alors, ça va réduire mes enfants qui me tannent pour ça. Ah bon. Eh ben voilà, tu leur feras écouter la première Ah. partie de l'émission. À bientôt. Allez, Il ne faut pas leur dire quand est-ce que l'émission sera en ligne. hein. À bientôt, bientôt. Paul. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir. Ouais, il est génial et vraiment, Paul, il a un cœur aussi pour ceux qui souffrent dans ça. Oh oui. Donc, c'est pour ça que ça me faisait plaisir de faire cette émission avec lui. On fera d'autres émissions. en Et tout cas, puis c'est un probablement. sujet quand même extrêmement douloureux. Douloureux et mine de rien. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans mon entourage, il y a quand même Il y en a beaucoup. beaucoup de personnes. Oui, et quoi. puis, enfin, il parlait de fertilité, de la connaissance sur la fertilité, mais aussi l'infertilité, notamment masculine, qui monte pour diverses raisons que je n'ai pas le temps de soulever, mais qui est une réalité. Et donc, par conséquence, aussi la difficulté d'engendrer. Beaucoup, ouais. Il y en a de plus en plus chez les jeunes gens. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant à relever, c'est que certains... C'est tellement devenu un projet, Ouais. que tout est tellement On programmé. calcule aussi. Ouais. Que je pense que des fois, des coches sont ratées. Et- Oui. Et après, Ah, c'est et après jusqu'à où? Alors, ça, je me permets de le dire maintenant, on est en fin d'émission, etc. Maintenant Et qu'il est parti. non, mais jusqu'à où est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte à Pandore Ah oui. avec la possibilité littéralement de créer des humains en dehors du corps humain? Bah ouais. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu peux choisir s'ils ont des cheveux blonds. C'est pas vrai. et là, t'as, Quelle couleur et là, de t'as yeux tu toujours veux. des fous qui seraient capables d'imaginer de se bâtir une armée d'individus créés en dehors. Alors, Ça, ce Dans qu'on Star a Wars. appris, c'est que dans le passé, ça semble être de la science-fiction, mais on se rapproche de plus en plus. On y tend. ouais. On y tend, donc voilà, ne devenons pas non plus des, entre guillemets, des espèces d'apprentis sorciers qui pourraient un jour regretter d'avoir c'est pour ça qu'il faut... d'avoir dépassé certaines Mais la limites. science, t'as du bon et du mauvais dans la science. Moi, je sais qu'avec, par exemple, au départ, la question de l'avortement était liée strictement à des cas extrêmes, impossibles, etc. Ben, Oui, aujourd'hui, c'est devenu le confort. pratiquement Et aujourd'hui, tout. c'est un problème de société, Ouais. puisque ben, rien qu'en France, on supprime Mulhouse et environ tous les ans. totalement. Mais toutes c'est les pareil années. avec la procréation médicalement assistée. Elle était réservée aux couples hétérosexuels. Ouais. Maintenant, c'est ouvert à des couples Mmh. de femmes, à des femmes seules. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des dérives et si à un moment donné, on n'a pas des valeurs qui C'est ça. sous-tendent les choses, L'avortement chez les femmes de 21-30 ans est en baisse en ce moment. Ah, Ouais. C'est quand même très élevé, hein. C'est 26 pour 1000. Mais c'est beaucoup. Mais c'est en baisse. Chez les 21-30 ans, mais ça augmente chez les 30 et plus. C'est- Maintenant, la souffrance d'un couple qui n'a pas d'enfant, elle est réelle. C'est ça. En France, en plus, alors, on avait cherché du côté de l'adoption. C'est le C'est parcours impossible. du combattant. C'est C'est impossible. absolument ahurissant. On peut mieux. Enfin, c'est plus facile d'avorter que d'adopter. Donc c'est aussi ça qui est En Suisse, c'est la même chose. qui est mal fait. Quoi. Je veux dire, laissons donc peut-être. Mais et on se possibilité. pose la question, pourquoi ça fait comme ça? Ça c'est notre question. Pourquoi ça Mais- fait comme ça? mais, Pourquoi est-ce qu'on rend le parcours aussi difficile? Mm. Alors que finalement, ce serait certainement pour les enfants. J'ai des amis L'une en des solutions Suisse les qui plus belles, devaient aller dans d'autres pays, des petites îles paumées, des petites îles paumées de l'océan Pacifique pour adopter un enfant. Mm. C'était impossible en en Suisse. Suisse. Ils voulaient soutenir un enfant qui était là, qui était. On va prier, les amis. On va terminer. Joy, si tu veux bien. Avec plaisir. Là, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta présence, Seigneur, ta présence, ton amour et te remercier parce que oui, tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu es ce Dieu qui crée, tu es ce Dieu qui nous a tissés dans le sein de notre mère et tu es celui qui donne la vie, Seigneur. Et je veux merci. vraiment particulièrement penser à toutes les personnes qui souffrent de ne pas avoir d'enfants, Seigneur. Je te prie que
avec ce qu'ils auront entendu, Seigneur, ils puissent encore se tenir dans ta présence et que toi, tu puisses leur donner les convictions dont ils ont besoin. Seigneur, nous les bénissons et nous te remercions pour ta grâce qui est avec nous, Seigneur Jésus. On veut bénir le docteur Paul Habib qui nous a vraiment bénis aujourd'hui par sa connaissance. Et merci pour la suite de cette journée. Amen. Amen. Merci Thank you very much. à tous. C'était un bel accent anglais, merci. Merci à tous les trois. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve à 19h ou quand vous voulez dans votre semaine. Vous pouvez l'écouter en podcast également sur toutes les plateformes audio, Deezer, Spotify, Apple Music et toutes les autres. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un super sujet. À plus. Vous pouvez aussi leur aider par moitié. Ils font ce qu'ils veulent, c'est libre. Hein.